J'appelle maintenant à la barre Jean-Claude Lévy. Je laisserai les présentations à Philippe Dourou, qui est ancien rédacteur en chef de Libération et Télérama, aujourd'hui journaliste à Libération. Pierre Maillet, président d'Urba 2000, ingénieur général des ponts et chaussées, qui a notamment participé très activement à l'accord développement urbain durable 2 et 1 avec la Chine. Donc, et bien sûr François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et qui a fondé il y a 4 mois l'Institut de l'économie circulaire, précisément pour donner une réponse politique à ces problèmes en France. Maintenant, place à la table ronde, et puis j'espère qu'il y aura aussi un temps assez large pour les questions avec le public, et juste après, la conférence avec Amaury Lovins. Voilà, merci. Bonjour, les présentations étant faites, je ne vais pas les refaire, on va aller rapidement vers les propos liminaires des uns et des autres. Je voudrais juste dire qu'effectivement, moi j'ai découvert ce film il y a 12 mois et que je dois être à peu près le seul que ça fasse rire, entre guillemets, parce que je trouve toujours que c'est une immense blague, une immense court-circuit, un immense... il y a quelque chose qui est absolument, entre guillemets, déconnant entre la législation qui est mise en place, l'administration qui veille, le maire qui est là, nous qui trions, etc. On est en France, c'est administré par une administration compétente et on se retrouve avec ce désastre absolu. Et j'ai envie de dire à mes invités qui sont à la table, ça sert à quoi tout ça? C'est-à-dire, voilà, on est tous, Brice Lalonde était un peu bras ballants, un peu interloqués, parce que tout d'un coup, on a le nez mis dans la poubelle. Et donc, je voudrais demander à mes invités, je ne sais pas par qui on va commencer. On commence par vous? Voilà, commençons par vous, privilège de l'âge. Qu'est-ce qu'on a à dire après ça, quoi? Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur l'économie circulaire ou est-ce qu'on est dans un désarroi complet? Si on était dans un désarroi complet, en effet, que signifieraient nos commentaires? Donc moi, je vais parler d'une expérience dans laquelle j'ai vécu de plus près la Côte d'Azur de M. Exposito, en m'occupant dans les années 90 de Sophia Antipolis. Et là, le problème entre la Croisette et la décharge, c'est la question dont je comptais vous parler. Le fait que ce dont nous parlons se gère, s'organise, se fait sur le territoire. Et que la question du territoire, de sa planification, de l'intelligence collective avec laquelle nous organisons l'action, et l'action est prise en charge, notamment, comme l'a dit M. Lalonde tout à l'heure, par le système des responsables de ces territoires locaux. C'est ça la question. Il nous faut donc que nous nous projetions dans l'idée qu'une fois les lois faites, la vraie question c'est qui les applique, quelle est la force, quelle est l'organisation par laquelle ces autorités sont réunies pour faire ce qui est nécessaire et pour, j'allais dire, construire pour ce territoire les conditions de son futur. Alors ça prend du temps. Et c'est vrai que sur les sujets dont nous parlons, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de bonnes raisons de faire encore comme on faisait hier et que c'est trop difficile de choisir un site, par exemple, pour faire une décharge sur la Côte d'Azur. Donc mon propos est au cœur de ce que vous venez voir. La seule chose qui ne change pas dans le développement durable, c'est le territoire dans lequel on vit. Et moi, je veux témoigner vers Marc Exposito. Il a fait apparaître la sensibilité de lui, habitant de ce territoire, à son territoire. Il faut avoir l'attachement à ce territoire. Donc, je parle du territoire, je ne parle pas d'une abstraction. Je parle d'un sentiment de ceux qui y vivent et des autorités qui en ont la charge. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose? Je vous propose
un petit échange avec un autre territoire que le nôtre, la Chine. D'accord. Je suis engagé dans la Chine et donc je proposerai d'évoquer ce sujet. Vous voulez prendre la parole? Si tu veux, je prends sur la Chine et puis tu reprends après. Oui, c'est bon. Je sais pas comment on fait passer les slides. Voilà. Bien, je voudrais, pour commencer, sortir un peu de ce que je vais dire en amont. J'ai été très, très choqué par le film que nous venons de voir, comme tout le monde. Je suis, comment dire, resté quoi? Resté quoi? Parce que ça m'a ramené longtemps en arrière dans mon village, il y a quelque chose comme 73 ans, où on recyclait tout. C'était pendant la guerre, on recyclait tout. Il restait rien, il n'y a pas de poubelle. Hein. Et c'est une métaphore que je vais faire, mais je crois qu'elle vaut quelque chose. Les nazis, à l'époque, occupaient Carcassonne, en bas, en dessous du village en question, et il y avait la purification ethnique. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais on exterminait sur... le nazisme, c'est la nature, hein, il ne faut pas l'idéologie. Bon, on exterminait jusqu'à l'incinération. Je joue sur les mots, je suis un peu cynique. Hein. Il ne restait rien, effectivement, tout était pur. Et on mettait les gens dans des camps, et on les vidait comme des poulets, on les tuait. Et Primo Levi, un jour, ensuite, a dit la question qu'on peut se poser, c'est plus ou moins homme. Et j'avoue que j'ai fait ce détour par ce village il n'y a pas longtemps, et puis je suis allé aussi faire un tour à Anjouis plus récemment. Et il m'est venu cette comparaison que je vous livre. Nous vivons toujours dans un camp, aujourd'hui, à mon sens. Après avoir vu ce film, c'est comme ça que je réagis, à tout le moins. C'est une question de sens, plus ou moins homme. Puisqu'on a parlé d'esthétique, Gauguin disait, titré, sur ce que c'était que l'homme, dans son plus grand tableau, aujourd'hui on se pose la question, tout en restant quoi, mais qu'est-ce que nous sommes après avoir vu ce film? Nous sommes dans le film, nous sommes des acteurs du film. Que sommes-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? Je vous livre cette réflexion à chaud, un peu émouvante pour moi d'ailleurs, parce que le film m'a touché profondément. Avant de vous parler d'un pays qui, lui aussi, est un pays sensible, que aujourd'hui, d'autre façon, politiquement, la Chine et de ce qui s'y passe, mais pas seulement la Chine croisée avec ce que nous faisons dans notre pays, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, nous ne sommes pas complètement immobiles en France à propos des questions d'environnement, d'écologie ou de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas, je vais rien en arrière. Excusez-moi, je suis... OK. Voilà. Un exposé comparatif, un regard sur la Chine. La Chine est expérimentalement avancée. Hein, et vers la France, on a un concept émergent dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle l'économie circulaire. C'est dont je vais parler. Je vous donne d'abord une bibliographie pour que vous puissiez repartir ensuite sur des choses qui existent. Un bouquin que j'ai fait il y a 3-4 ans. L'économie circulaire, d'urgence écologique, monde entrant si j'en transite. J'ai essayé dans ce livre-là de tirer une espèce de diagonale depuis la révolution industrielle et urbaine, Haussmann, l'hygiène, jusqu'au XXe siècle. Si le siècle XIXe était le siècle de l'hygiène, on est sur le siècle de l'écologie aujourd'hui au XXIe. Ce sera ou ce ne sera pas. Il est traduit en chinois, donc il n'y a pas beaucoup de chinois dans la salle, mais il a retenu l'attention de nos amis chinois. Deuxième livre, une thèse sur l'économie circulaire en Chine, que vous pouvez trouver aux éditions universitaires, sur le net. Hein. C'est un beau livre de 400 pages à peu près, qui effectivement décrit tout le process de la construction de l'économie circulaire en Chine expérimentale. Alors, abordons un sujet qui sera peut-être plus abordé tout à l'heure, l'économie circulaire et l'intelligence stratégique. Ce sont deux concepts clés. On n'a pas beaucoup parlé de planification. Je pense que entre les acteurs du marché, ça on en a parlé, les acteurs des institutions et réseaux, on en a parlé, acteurs de la R&D, Paprec a très bien situé la question, il y a effectivement un triangle qui est un triangle d'intelligence stratégique. Et il n'y a pas
d'intelligence stratégique sans planification. Donc c'est une première observation. La question de la planification est importante si on veut un jour ou l'autre régler les questions dont on vient d'avoir le traitement émotionnel à travers ce film, pas qu'émotionnel. Alors on a le mythe des écovilles à l'heure aujourd'hui, écoville, low carbone. On a un mot valise dans lequel on se balade dans des conférences et chacun traite plus ou moins bien, avec plus ou moins de bonheur, ce qu'il voudrait faire. Le mot définit mal quelquefois ce que l'on veut dire quand il est trop justement valise. Donc je donne là un peu le cœur de économie verte, cradle to cradle, écologie industrielle. Toutes ces dimensions-là sont co-dynamiques si on veut faire de l'économie circulaire. Elles ne sont pas à exclure ni l'une ni l'autre. L'économie circulaire, c'est une co-dynamique de cet ensemble. Ça, ce n'est pas des mots valises, hein, ça existe. Définir l'économie circulaire, c'est une nécessité. On y arrive aujourd'hui et c'est bien. Il y a 4 ans, on me disait qu'est-ce l'économie circulaire, personne ne savait ce que c'était. On en parlait. Alors, modifier radicalement le cycle de vie des produits, déterminer en amont, merci Brice, les éventualités de récupération des matières utilisées, récupérer les flux de matière à la sortie, à la suite des flux de production, aller vers zéro déchet, réhabiliter les ressources, etc., etc. Je crois que cette définition, il faut bien l'avoir en tête en permanence. Alors, un exemple, pris en Chine, bien sûr, réduire les 3 R, réduire, recycler. C'est un exemple qui est à Kaiyang, à Guiyang, dans le Guizhou. Je ne sais pas si vous pouvez lire de là-bas, je ne suis même pas forcément utile. C'est l'Ecopar Industrie Chimique de Phosphore-Charbon de Kaiyang. Toutes les sigles que vous avez, NaCl, O2, etc. Bon, je ne suis pas assez chimiste pour vous en faire la comparaison, mais tout ce qui est à la rentrée du cycle, à l'intérieur de l'usine en question, est en partie recyclé d'une manière relativement efficace. Je crois que c'est important de voir la complication quand on s'attaque à la production. Comment l'industriel ou les industriels sur une zone, il s'agit d'un parc industriel, comment peuvent-ils faire pour articuler leurs procédés? Je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que ça n'existe pas chez nous, cette affaire-là. Nous avons dans ce pays des exemples. Je vous dis rapidement aussi Cedibex au Havre, usine d'incinération de déchets dangereux. Cedibex brûle à 1800-1000 degrés des déchets dangereux, en extrait le CO2 jusqu'à le fluidifier de telle sorte, le purifier de telle sorte qu'il soit d'une pureté maximale. Et sur le marché, ce CO2 qui peut être utile dans la production est revendu à un prix qui est tout à fait compétitif, dont le Cedibex s'en sort. Et deuxièmement, ils ont un pilote qui font du carbonate de calcium, lequel carbonate de calcium peut avoir utilité pour les motoristes. Et troisièmement, comme c'est haute température, il y a de la haute pression, ils vendent de la vapeur d'eau à 20 bars autour d'eux jusqu'à Sandouville, et les industriels tout autour font effectivement de l'électricité avec cette énergie-là, qui ne demande pas d'énergie primaire, parce que c'est des déchets qui brûlent, ils mettent un petit peu de fuel, mais très peu pour démarrer la combustion, et puis ça marche quasiment tout seul. C'est important. Le centre de méthanisation de Lille, deuxième exemple, je ne développe pas, les bus de Lille Métropole marchent avec du méthane à partir du déchet. Et c'est pas tout, ça a 20 ans, hein, cette affaire-là. Donc on n'est pas tout neuf, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un champignon, l'économie circulaire. C'est l'écologie industrielle qui existe depuis longtemps, que les industriels pratiquent dans leurs établissements, quelquefois entre les établissements de la même entreprise et quelquefois entre entreprises. On a des exemples comme ça, ici et là, qui ne sont pas négligeables. Peut-être on vous en parlera un peu plus loin tout à l'heure, en dehors de mon intervention. Deuxième dimension aussi qui existe, ce n'est pas l'écologie industrielle, c'est les écoquartiers. Je vous invite à visiter, vous pouvez la voir sur le bord du périph' là-bas, boulevard des Maréchaux vers la Porte d'Italie. L'ancienne gare de Rungis, il y a un écoquartier en construction, ça marche avec l'énergie du Sitcom à côté, et puis ça va, comment dirais-je, marcher avec tout ce qu'il peut y avoir dedans comme énergie sur place, photovoltaïque par exemple, ou les tortillons, là. L'eau est recyclée parfaitement. Il y a important aussi, économie circulaire, il y a du social. Pourquoi? Parce que tout le tour, c'est les quartiers populaires du 13e
Et l'opération a été réussie parce que les appartements qui sont au centre, effectivement, ils vont coûter 10 000 euros le mètre carré. C'est-à-dire l'opération est blanche à cause de la mixité sociale. Il y a une crèche, il y a une résidence personnes âgées, il y a un logement pour étudiants. On a un quartier extrêmement intéressant qu'on peut baptiser écoquartier. Mais il y en a en pagaille des écoquartiers. Enfin, en pagaille. Une dizaine peut-être en France qui sont à peu près à ce niveau-là. Dans le monde, ça commence à se développer. Mais ce n'est pas l'économie circulaire d'écoquartier. C'est un traitement environnemental, écologique, au mieux d'une partie de la ville. L'écoville elle-même, je disais tout à l'heure, c'est un mythe qui sera en construction dans le temps. Il y a le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote. On va, ça c'est dans la loi, c'est le gouvernement, et c'est récent, 29 mars 2012, on va aller vers 13% de circuits de gaz naturel dans le circuit national de gaz. Et on va aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, puisque Montebourg, d'une part, a parlé d'instruments juridiques pour l'économie circulaire, et puisque Mme Bateau a évoqué une loi cadre, ce qui serait un outil, effectivement, qui permettrait d'aller vers des planifications importantes. Alors, en 4 temps, rapidement, bon, j'ai parlé de l'hygiène, j'y reviens pas. L'écologie scientifique, je pense qu'il ne faut pas la contourner du tout, au contraire, parce qu'on dit un peu des fois n'importe quoi là-dessus. L'écologie industrielle, l'économie circulaire, ce sont les 4 temps successifs. On est en plein dans le 4e temps, mais je crois qu'il ne faut pas occulter Darwin et Marx, au XIXe siècle. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais je pense que les deux livres, les deux œuvres sont à revoir si on veut regarder vers l'évolution de notre société. Les sociologues de l'école de Chicago inventent l'écologie urbaine. C'est important dans l'histoire que nous avons. Ils ont projeté des analyses darwiniennes sur les sociétés urbaines. La théorie des écosystèmes, on ne le sait pas toujours. On dit c'est Haeckel qui a inventé. Non, Haeckel était un contemporain de Darwin qui a donné pour la théorie de l'évolution. Mais non, la théorie, c'est 1935, qu'on arrive à faire apparaître effectivement les notions de chaîne alimentaire et de cycle de vie. Voilà, cette histoire, elle est importante en mémoire. C'est la mémoire avant celle dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de mon village. Mais je crois qu'il faut l'avoir. On ne construit pas demain si on n'a pas tout ça derrière. C'est des concepts, ce n'est pas des notions vagues, ce n'est pas des mots valises. Ça a une suivi. Et physiquement, chimiquement, le cycle de la vie, il est au service du cycle de l'économie si on veut bien s'en servir. C'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. L'objectif de l'économie circulaire, c'est réduire les flux entrants et sortants, bien sûr, je viens de le dire. Alors, 2 schémas. L'économie linéaire, on parlait peu d'économie linéaire il y a 4-5 ans, maintenant tout le monde commence à en parler. Bon, c'est l'économie qui prend la ressource et puis qui jette. Travailler, produire, jeter, et le cycle est infini. Et les déchets sont traités avec un coût dont on vient de voir, pas le coût, comment dirais-je, économique, argent, ou le coût industriel, le coût humain et le coût social, le film l'a très bien montré. Schéma de l'économie circulaire, je vous laisse le regarder. Bon, ça veut dire qu'on veut transformer des déchets en ressources. Tout ça reste non pas à inventer, à développer, comme je viens de le dire, on a déjà commencé à travailler. Alors la Chine. Moi, la Chine, je suis tombé en Chine par hasard parce qu'un jour, j'ai été appelé à m'occuper de programmes de recherche franco-chinois et j'ai découvert effectivement au balcon du monde qu'il se passait quelque chose en Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, compte tenu de sa taille, compte tenu des expériences politiques qu'elle peut faire aussi, compte tenu de l'intervention qu'elle a sur le monde politique, c'est un laboratoire économique, social, scientifique et politique. Alors, pour répondre aux objectifs, la Chine a été... C'est pas la première qui a fait des lois là-dessus, mais disons que la loi de 2009 pour la promotion de l'économie circulaire est une loi marquante, je pense, dans l'histoire de ce début de siècle. C'est une stratégie nationale avec des projets pilotes, des méthodologies, des indicateurs pour la promotion de l'économie circulaire réelle. Ils ont regroupé l'ensemble des lois qui avaient déjà été révisées depuis 30 ans pour donner à cette loi-là un impact de réactivation d'anciennes lois et de modification. Alors comment ça se passe? C'est une planification stratégique et écologique. C'est curieux en Chine, moi je ne vais pas me développer, mais
chaque ministère a aussi son parc et sa politique, et ce n'est pas tous les mêmes, hein, n'exagérons rien. Ça, c'est la politique nationale dont je vous parle. Les écoparcs, ils relèvent de l'écologie industrielle. J'en ai parlé tout à l'heure avec Kai Yang. Plusieurs villes, il y a des écozones, il y a des écovilles. Il existe en Chine 500 zones expérimentales de ce type. Et ça va de villes de zones de 200 000 habitants à villes de 3 millions d'habitants. Je veux dire, c'est très très large. Shanghai a une zone d'économie circulaire extrêmement étendue. Les résultats sont perceptibles dans de nombreuses zones. Déjà, on peut aller observer, on peut les visiter. Notre ambassadeur a visité Shanghai il y a 2 ans et il avait ramené un compte-rendu qui était fort intéressant. Le mouvement est lancé. Bon, l'efficacité, c'est là peut-être que le bas blesse pour l'instant. On n'a pas les bilans. Moi, du moins, à ma connaissance, il y a 2 ans, 3 ans, je n'ai pas eu de nouvelles informations là-dessus. Je ne connais pas les bilans carbone ou bilan de toute nature de ces zones-là. C'est un sujet maintenant qui reste, comment dirais-je, à étudier de plus près. Les objectifs, les 6, ils sont valables pour la Chine comme ailleurs. Hein. Vous les avez sous les yeux. Utilisation modérée et efficace des ressources non renouvelables, exploitation des ressources renouvelables respectueuses, éco-conception et production propre, c'est très important. Consommation, bien sûr, les consommateurs. Hein. Et puis la valorisation en tant que ressource et le traitement des déchets, si possible sans nuisance. Ces objectifs qui sont communs dans le monde entier. Alors je prends un exemple, je vais sur la fin de mon exposé, l'exemple de Xiao Feidian. Je le prends parce que vous le trouvez sur le net avec diverses possibilités d'accès. Bon, il y a un peu de tout sur le net, il faut trier, mais on arrive à trouver quand même les choses en comparaison qui peuvent paraître les plus véridiques. Quoi, hein. C'est dans la province du Roubaix, municipalité de Tangshan, du Roubaix. Ville à énergie qui se voudrait positive, c'est le programme. Hein, 95% d'énergie renouvelable, toujours dans ce programme, avec un bilan carbone neutre. C'est le projet. 800 000 habitants prévus en 2020. Aujourd'hui, ils sont quelques centaines de milliers. Peut-être pas tout à fait 120, tout ça. À terme, ils visent 74 km², ce qui est une ampleur assez grande. Investissement, j'attire votre attention là-dessus, 30 milliards d'euros. Ça fait 40 000 euros par habitant. Pour avoir une idée, le Grand Paris, rien que pour les transports, on prévoirait quelque chose dans l'ordre de 40 000 euros. Le gouvernement a approuvé, c'est important, c'est l'approbation gouvernementale qui a démarré le projet, mais seule la solidarité nationale, et c'est certainement pas vrai qu'en Chine, permet un tel investissement. C'est hors d'atteinte du système local, la province groupe 60 millions d'habitants, quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est rien en Chine, si je peux dire. Toutes les provinces sont de cet ordre-là, quoi. Les études préalables, c'est intéressant aussi. Institut d'urbanisme de Tsinghua, qui est certainement la principale université technique, sciences et techniques de Chine. Bureau d'études suédois, il y a un travail qui a été fait assez étroit avec les Suédois, et le projet est en cours de réalisation. Je vous donne à écouter ou à voir ou à entendre cet exemple-là, parce que ça permet de méditer à l'allure où la Chine peut se développer, l'intérêt qu'il y a à observer ce qui s'y passe. J'ai terminé. Des stratégies partenariales complexes, on en a parlé et reparlé. En Chine, c'est la Commission nationale de la réforme qui est le garant un petit peu de ces investissements, y compris pour les choix d'investir presque 600 milliards de dollars dans l'environnement, un quart du PIB. Souveraineté contrôlée des pouvoirs locaux. C'est les pouvoirs locaux qui sont en première ligne. Comme ils sont en première ligne, on l'a vu dans le film sur les déchets. Et les partenariats multiples contribuent au développement de l'économie circulaire. S'il n'y a pas de partenariat, il n'y aura pas. S'il n'y a pas de planification, il n'y aura pas. S'il n'y a pas de recherche, il n'y aura pas. On est vraiment là dans une nécessité étroite. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Chine? Et j'ai fini. La loi cadre. Je pense que la loi pour la promotion de l'économie circulaire a permis ce qui se fait en Chine. Elle n'est pas simplement suffisante, mais ça permet de négocier, ça oblige même à négocier. Ça participe de la croissance verte, ça contribue bien sûr à l'amélioration des conditions de la biosphère, mais le recyclage n'est pas infini, et là, c'est à explorer sur la Chine comme ailleurs. Il y a une loi de Carnot, il y a l'entropie, on ne recyclera pas tous les déchets à 100%. On a calculé qu'on gagnait 12 à 13 ou 15 ans, je ne sais plus, si on arrivait effectivement à pratiquer l'économie circulaire, ça ne résoudrait pas l'ensemble des questions. C'est un peu pessimiste ce que je dis, mais la recherche est devant nous.
Je viens d'apprendre, il n'y a pas longtemps, on en parlait avec Brice tout à l'heure, que maintenant on peut faire des panneaux solaires sur papier, quasiment. Ça remet en question les anciens panneaux solaires, notamment les panneaux solaires chinois, parce que c'est organique. Donc la recherche offre la recherche-développement offre les deux, basique, offre des perspectives. Bon, contrainte organisationnelle, je passe là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu long peut-être. Oui, je m'en excuse. Non, c'est pas ça. C'est que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a des concepts, on a des exemples, et en même temps, on est toujours confronté à ce qu'on a vu dans le film. Donc, en France, si j'ose dire, François-Michel Lambert, je voudrais avoir votre réaction sur le film en tant qu'homme politique, député, et en plus de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc de la même région. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord beaucoup pour cet après-midi qui revêt une importance pour l'avenir. Et c'est bien que ce soit à Sciences Po que ça se passe. Et je remercie tout particulièrement Vincent, parce que discret, il nous a bien aidés. Sur ce film, c'était pas facile. C'était pas facile. Si, quelque part, j'ai eu 30 ans de moins. Quand mon père m'a mené à la décharge, parce qu'on avait toujours des trucs, et je trouvais effectivement extraordinaire de trouver des bricoles, mais au bout d'un moment, je trouvais ça terrifiant, montpelliérain d'origine, que dans les collines où, avec mes copains, on avait fait des cabanes. À 18 ans, on fait moins de cabanes, hein, on fait autre chose. Ces collines, elles disparaissaient sous quoi ? Sous un gaspillage. Hein. C'était avant tout un gaspillage. Je n'avais pas encore mesuré l'impact environnemental que ça pouvait avoir. Et voilà que près de 30 ans plus tard, on nous dit que ça n'a pas beaucoup changé. Ça veut dire qu'il faut continuer à y croire. Je pense que l'un des fondements de mon engagement dans un parti écologiste vient peut-être de ces quelques virées avec mon père à cette fameuse décharge, et en me disant il faut que l'on change le modèle. Alors, est-ce que c'est possible de changer le modèle ? Oui, sinon je ne serais pas ici, je ne me serais pas battu pour être élu, je n'aurais pas travaillé à rassembler de façon très large de tous les côtés des acteurs pour créer l'Institut de l'économie circulaire. J'y reviendrai. On peut vraiment changer les choses, on doit vraiment changer les choses, et ce n'est pas difficile. C'est déjà le message que je voudrais faire passer en cet après-midi. Ce n'est pas difficile de faire changer les choses. Ce n'est pas difficile quand on fait le bilan du modèle dans lequel nous sommes. On en a parlé rapidement. C'est ce modèle de l'économie linéaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle ? C'est un modèle qui a à peine 150 ans et qui est né avec la révolution industrielle, où l'homme a tourné le dos à ce qu'il est, c'est-à-dire un élément de la biosphère, un élément de la nature, donc d'interagir avec la nature depuis, comme il l'a fait pendant des millénaires et des millénaires, où il avait mis en œuvre cet adage rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et puis arrivé dans la révolution industrielle, l'exploitation intense des ressources a fait qu'on a pu arriver à un développement qui nous donne aujourd'hui nos bâtiments, notre système économique, notre économie, mais qui n'a pas de finalité. Je suis député des Bouches-du-Rhône, je suis député de la circonscription dite de Gardanne, entre Aix et Marseille. Il y a 10 ans, juste, nous fermions les mines de charbon parce qu'il n'y a plus de charbon. Le modèle linéaire, c'est quand il n'y a plus, on ferme. D'ici le 1er janvier 2016, la plus vieille usine au monde de production d'alumine, pour notamment de l'alumine de spécialité, unique au monde, j'en profite de le dire, quand vous avez un téléphone comme ça, un smartphone, l'alumine qui est dedans vient de Gardanne, c'est la seule usine au monde à savoir faire une alumine très spécifique. On a réussi donc à avoir une technologie avancée, sauf que le 1er janvier 2016, le rejet de ces fameuses boues rouges en mer au large de Cassis sera interdit. Donc ce modèle linéaire, je prélève de la bauxite en Guinée, je l'amène par bateau jusqu'au port de Fos, par train, heureusement encore, jusqu'à Gardanne, je le transforme en alumine, je prends que l'alumine, c'est-à-dire quelques pourcents de la tonne, et tout le reste, je le renvoie en mer et je ne m'en préoccupe pas.
il est fini pour cette entreprise, il est fini pour mon territoire, 1er janvier 2016. Est-ce que je désespère? Est-ce que je me dis que lorsque je me représenterai en 2017, ça sera avec 1000 chômeurs de plus, avec 1000 emplois perdus de plus? Non, parce qu'il y a des solutions. Les solutions, c'est de repenser la façon dont on aborde les choses. Donc la première chose, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, elle pose des questions sur le fondement, et je vais pas tout développer pour laisser un peu le débat, mais elle pose des questions sur le fondement de notre besoin d'usage. Et elle a un peu comme objectif de se dire je veux faire disparaître le mot déchet de notre vocabulaire. Je veux faire en sorte que l'on revienne aux fondamentaux d'il y a 150 ans, mais avec ce que nous avons gagné pendant 150 ans, c'est-à-dire ce développement extraordinaire, cette capacité à échanger, cette capacité à innover, cette capacité à découvrir, cette capacité à impulser, à diffuser, comme on n'a jamais eu dans l'humanité. Donc, plutôt que de continuer, je vais laisser un peu le débat, mais voilà grosso modo les éléments. L'économie circulaire, c'est le seul modèle. Comme ça a été dit, l'économie sera circulaire ou ne sera pas. Je crois qu'ici à Sciences Po, c'est peut-être quelque chose qu'il faut intégrer. Quel modèle? C'est là qu'il y a le débat. Comment on y va? C'est là qu'il faut échanger, c'est là qu'il faut regarder ce que font les autres. Mais il n'y a pas d'alternative à se poser sur ce vers quoi nous devons aller. Nous devons être en capacité de repenser notre mode de développement pour continuer à croître et vivre mieux, pour que plus de monde sur cette planète profite des bienfaits que l'humanité a mis en œuvre depuis son développement, notamment sous la révolution industrielle. Voilà un peu le sens de ce qu'est l'économie circulaire. Je vous laisserai rebondir et je reviendrai. Pierre Meillet, vous voulez ajouter un mot sur la nécessité de planification territoriale? Oui, je vais essayer de contracter en quelques propositions la réponse qu'il me paraît devoir être cherchée à toutes ces questions. Et la réponse, elle passe par où ça se passe. Ça se passe sur le territoire, l'invariant. Ce qui ne peut pas être seulement considéré par des concepts généraux et par des solutions virtuelles, c'est là où on a les pieds sur terre, les paysages dans lesquels on vit, les sols, les natures, la nature dégradée, la nature... et c'est aussi l'espace où on vit, c'est-à-dire où il y a les villes et où il y a la Croisette et le Festival de Cannes. Le territoire, c'est le lieu. C'est le lieu qui ne change pas. C'est le lieu qui ne change pas, qui se transforme, mais c'est le lieu qui ne change pas de nature. C'est le lieu qui se construit continuellement, qui évolue continuellement. Sous l'effet de l'action de tous, il évolue vers quoi? Est-ce qu'on sait où il nous mène? On sait qu'il nous mène au pire. La question se pose donc à cet endroit-là. Que pouvons-nous faire? Mon terrain d'expérience, après avoir été un peu celui de terrain français dans les années 70, où nous avons réalisé des planifications urbaines sur l'ensemble de nos villes. Cette ambition folle dans laquelle je me suis engagé, c'est et si c'était le moment en Chine de faire de la même manière? Pourquoi? Pour la raison simple, c'est que nous sommes à peu près au même moment du développement de l'urbanisation. Le seuil où la société qui était à 50% rurale devient urbaine et est obligée de le savoir. Et une fois qu'elle est partie, elle atteindra une urbanisation à 85 ou 90% de la population. Nous avons franchi ce seuil quelque part dans les années 60. En Chine, on vient de le franchir. Donc, et si nos petits savoirs des années 70 pouvaient servir en Chine? Je rêve de ça, c'est une utopie. C'est peut-être une stratégie puisque le président de la République vient de renouveler un accord avec la Chine dont le thème est le développement urbain durable. Et je suis impliqué sur un territoire, Wuhan, où il y a à peu près 30 millions d'habitants dans le vaste espace urbain, où on cherche à faire démonstration justement de cette approche territoriale. Peut-il y avoir une stratégie territoriale de développement urbain durable? Réponse, je vais vous proposer en quelques mots à quelles conditions il peut y avoir des réponses. Les quelques tentatives de proposer la réponse, c'est évidemment d'avoir la vue d'ensemble du territoire,
et proposer la vue d'avenir de ce territoire pour qu'il dure, pour qu'il continue à vivre et à se développer, mais en sachant ce qu'il fait. Pour cela, ça nous a amené assez simplement à proposer au moins quelques références essentielles pour qu'on les tienne en vision continue dans la durée, des objectifs d'équilibre du développement durable. Vous allez vous y retrouver, ce n'est pas difficile. J'ai appelé ça les 5 fils rouges. Le premier, c'est là où la bataille commence parce qu'elle est immédiate dans une ville qui se développe. C'est comment on met des barrières, une défense, une capacité, une volonté à conserver, sauvegarder, protéger, défendre le patrimoine des espaces naturels, y compris lorsqu'ils sont occupés par l'agriculture, contre la formidable capacité de gaspillage des développements urbains extensifs. Je prends un terrain, j'y fais quelque chose, je conduis une route, etc. Donc c'est le premier combat. C'est instantanément s'opposer à l'avidité des spéculations foncières qui sont pareilles dans tous les pays qui ont à ces moments-là. C'est aussi s'opposer à la facilité toute simple. Il y a la voiture, ça suffira. Car à ce moment-là, ça dynamise l'extension automobile qui est totalement contradictoire. Il faut donc choisir le chemin inverse. Ce message, ville plus concentrée, plus dense, utilisant les grands espaces dégradés laissés par les industries, et qui en Chine, je vous assure que ça fait de drôles d'espaces qui sont libérés. C'est aussi... Donc la ville durable doit être confinée, et il faut donc une première barrière. Le deuxième fil rouge, il est évident, c'est l'énergie. C'est l'énergie, mais l'énergie de tous les usages nécessaires dans les espaces urbains. Il faut donc que les autorités de ces territoires, la population de ces territoires, soient engagées, motivées, partenaires résolus et conscients dans les usages, bien sûr, mais aussi, et les territoires sont capables d'apporter quelque chose, comment ils peuvent incorporer les énergies renouvelables mobilisables sur les territoires eux-mêmes. Donc c'est une deuxième ligne. Troisième ligne, elle est évidente, tout le monde la comprend, c'est la lutte contre la pollution des milieux, l'air, l'eau, les sols. C'est le concours de l'économie circulaire qui est une manière d'essayer de faire progresser la machine à rejeter des pollutions en assurant les recyclages. C'est aussi une action qui ouvre un appel à de nouvelles technologies, à de nouvelles contributions à l'économie. Le quatrième fil rouge, c'est cette fois les espaces naturels, c'est-à-dire la valeur écologique des espaces naturels, leur capacité de répondre au maintien de la biodiversité. Dans le territoire où on habite, c'est la ville des 1000 lacs. Je rajoute aux espaces naturels, évidemment, les espaces agricoles. Avec les espaces agricoles, je suis obligé de considérer les espaces pouvant devenir propices à l'aquaculture. Mais dans cette question de l'écologie, de la nature, je rajoute un chapitre qu'il faut prendre en compte. Ces urbains concentrés, dont la population va doubler. Oui, le pronostic, c'est 60 millions d'habitants pour cette zone, grande comme le bassin parisien tout de même, ont un besoin de garder un contact rapproché à la nature. Ça rend à ce moment-là la question de la nature dans la ville comme une question stratégique. Il faut la prendre comme une question stratégique. Et il faut la prendre avec les nécessaires continuités. C'est donc les concepts de trame, allez, verte et bleue, pour être simple, comme enjeu fort. Et enfin, le cinquième fil rouge, c'est celui qui fait la synthèse de tout. C'est l'objectif, tout simplement, que dans la durée, nous produisions une ville, cette ville qui se produit tous les jours par les projets successifs, qu'elle reste une ville du bien vivre dans une société qui, aux échéances de 20 ou 30 ou 40 ans, dans le cas de la Chine, qui attend 400 millions d'habitants d'urbains supplémentaires, enfin, si vous voulez, c'est-à-dire grands comme les 3/4 de l'Europe. Population vieillissante dès maintenant et vieillie en 2050, très éduquée, à très haut niveau de vie et de performance,
son problème sera de pouvoir bien vivre avec la richesse culturelle, avec la diversité de ses racines d'un monde qui échange de plus en plus, en restant attentif aux solidarités de la société et de sa cohésion. Donc nous avons besoin que dès aujourd'hui, une ville qui se construit par des projets, chaque projet qu'on construit aujourd'hui, il est construit dans une perspective non durable. C'est un projet qui n'est pas conçu pour répondre aux questions. Il est donc urgent de basculer, et c'est la planification qui nous permettra de le faire, dans l'anticipation de cette ville pour en construire de nouveaux équilibres. La deuxième grand thème, c'est qu'il faut apprendre à assurer l'intégration, la cohérence du dispositif. Cette ville future, ce n'est pas notre projet d'aujourd'hui. Nous faisons le projet de la ville en train de se faire. Chemin faisant, elle choisira d'autres formes, mais elle a besoin d'être contrôlée dans son mouvement. Il y a donc besoin d'introduire des modes de gestion, des modes de décision, qui nécessitent toujours que le pas qu'on fait aujourd'hui ne se fait pas pour lui-même, il se fait en relation, en référence avec des exigences de mise en relation, de cohérence, tout simplement à l'intérieur de son territoire. Il faut que là où on construit quelque chose, il faut vérifier les relations avec tout le reste dans le fonctionnement. Et dans le domaine où nous parlons, et je pense à l'économie circulaire, ça nous amène de plus en plus à intégrer dans le futur de la ville non pas seulement l'image de ce que l'on construit, mais aussi le développement des réseaux par lesquels elle fonctionne. Une ville, c'est des constructions et des flux. Ces flux, c'est des flux de matière, c'est des flux de personnes. On a besoin donc d'assurer en même temps le développement des réseaux qui intègrent tous. Ma conclusion, je vous vois impatient, elle est simple. Cette approche d'une planification stratégique qui soit à la fois écologique, évidemment économique, du territoire, elle doit assurer l'intégration en commençant par le territoire, tout simplement l'économie du territoire, la valorisation foncière et immobilière, tout simplement. L'économie des matières, parce que le sol a des ressources, on introduit des ressources, Gardanne est un parfait exemple de ce que ça peut être. De l'économie industrielle qui est en train d'évoluer considérablement. Les industries d'aujourd'hui ne ressemblent absolument pas à celles d'hier, je dis bien d'hier. D'une économie circulaire, c'est développement. Nous sommes donc là, dans un moment où la mobilisation des nouveaux savoir-faire étroitement liés aux autorités, aux responsabilités exercées politiquement sur le plan des territoires, donc je dis bien c'est sur le territoire que ça se passe, pour cette planification stratégique de nos villes-territoires, qui sont seuls, c'est le cadre où peut être intégré et géré les questions dont nous parlons. Non, je suis un peu impatient parce que je suis un peu effrayé par le décalage entre le film et les mots, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense notre député, mais est-ce qu'on n'est pas totalement découragé parce qu'on on a des concepts, on a des mots, on a des idées, on a des expérimentations et en même temps, on a le film. Non, on serait découragé si on ne savait pas comment s'y prendre. Il ne s'agit pas de réduire les déchets. Il ne s'agit pas de se dire, bon, trouvons un trou plus petit, j'y rentrerai moins de déchets. Il ne s'agit pas de réduire les impacts environnementaux. Il ne s'agit pas de réduire le prélèvement des ressources naturelles. Comment voulez-vous qu'on réduise un prélèvement quand déjà le terbium, TB sur l'échelle de Mendeleev, sur la classe de Mendeleev, a disparu de notre planète, que le phosphate, l'argent auront disparu en 2020. 2020, c'est pas en 2042, c'est là, c'est demain. Le phosphate qui est la base fondamentale d'une agriculture puissante en termes de production. Donc, on ne va pas dire je vais taper un peu moins dans le phosphate, ça sera en 2025 ou en 2030. Il faut repenser la façon dont on produit, par exemple, au niveau agricole. Et ça, moi, je trouve qu'au contraire, c'est
c'est une période difficile, comme dans toute période de crise. Ça secoue, on ne sait pas trop où on y va, on sait qu'on doit changer, on sait qu'on doit sortir du cocon, que la chrysalide, elle doit casser. Si je fais un parallèle avec la nature, on voit bien que les animaux, ils souffrent au moment où ils sortent. Mais après, l'idée est de venir dans un modèle qui soit robuste, sur lequel on ne revienne pas. Et il existe, ce modèle, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et l'économie circulaire n'est pas un des éléments. L'économie circulaire, c'est la façon, alors il faudra trouver d'autres mots, mais c'est la façon dont on aborde les choses, c'est-à-dire qu'on les voit dans une globalité, c'est pour ça qu'on dit circulaire. La ligne droite, si je puis dire en contrepoint, la ligne droite est fondamentalement absente de la vie. Donc il faut penser totalement différemment et remettre notre fonctionnement par rapport à ce qu'est la nature. Et je reviendrai sur un point qui est très important, parce que je suis député, je fais la loi, et aujourd'hui, au bout de 150 ans, je peux vous le dire, on peut prendre le temps, toute la loi, tous les éléments de la loi sont peu ou prou liés à ce modèle d'économie linéaire. Même nos rapports dans la société, même la façon dont on doit échanger avec les uns et les autres, tout ceci est pensé pour aider le modèle économique qui a fait la force de notre pays. Et c'est normal. Moi, si j'ai été élu un siècle plus tôt, eh bien, j'aurais vu qu'il fallait que j'aide le développement qui faisait la puissance du pays, parce que j'aurais pas eu, évidemment, comme tout le monde, la capacité de regarder que c'était un modèle qui ne pouvait pas se prolonger. Et donc, à chaque fois, j'arrivais avec un schéma de pensée, en me disant, ce modèle de prélever, comme a dit tout à l'heure Jean-Claude, prélever, consommer, jeter, eh bien, il faut que je le préserve, il faut que je le renforce, il faut que je fasse que tout, même le commerce, même la fiscalité, même la relation entre les gens, soit favorable à ce modèle. Eh bien, petit à petit, nous allons le changer. Des pays s'y sont engagés. La loi cadre que nous appelons au sein de l'Institut la loi cadre sur l'économie circulaire n'est juste qu'une loi qui dit la France rentre dans un modèle nouveau de développement, avec quelques éléments, c'est pour ça qu'elle va être un peu longue à écrire, mais des éléments structurants et qui petit à petit feront que, si je reviens sur la législation, eh bien toutes les lois pourront s'y référer, puisque c'est une loi cadre, pour changer la fiscalité, pour changer les rapports dans la société, pour changer des modèles économiques, etc., etc. Il n'y a que ce chemin, parce que si on ne se remet pas en phase avec ce dans quoi nous sommes, eh bien, ceci nous sortira. C'est-à-dire la nature, à un moment donné, eh bien, après le phosphate, après l'argent, il y a d'autres ressources naturelles qui disparaîtront et qui feront que ce sera de plus en plus difficile de maintenir notre développement. Merci. Un mot de Jean-Claude, ensuite nous prendrons 3 questions avant de laisser la place. Juste un mot rapide. L'avenir, il advient dans le présent. Je vous ai cité 3 exemples. Lille, Cedibex, phosphore, charbon. On vient d'en parler. Nous sommes dans la réalité, ça existe, l'écologie industrielle, l'économie circulaire. Premier point. Deuxième point, et j'arrête là, on ne passera pas l'avenir si nous n'employons pas des concepts adéquats. C'est pour ça que je réponds à ton interrogation. On est nécessairement dans du langage et dans ce qui pourrait paraître du verbiage si on ne l'appuie pas sur de la réalité qui existe déjà. Pas qui est demain, elle existe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais vous demander de poser des questions, de ne pas faire d'exposé pour que nous puissions aller assez vite. Merci. Oui, bonjour. Par rapport à tout à l'heure, je vais changer de casquette. Je suis notamment administrateur de l'Association française pour l'étude du sol. Ma question est la suivante. Quand on parle de transition énergétique, quand on parle d'énergie renouvelable, on s'intéresse toujours à limiter nos émissions. Mais en fait, l'excès de nos émissions est fonction de la disparition du puits. Vous avez parlé des sols. Je voudrais simplement attirer l'attention, et nous le verrons probablement avec l'exposé, sur le fait que nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons, y compris en économie circulaire, y compris en énergie renouvelable. Si nous faisons disparaître nos sols
en quantité et en qualité, qui sont notre principal puits à carbone, eh bien le bilan, si nous le regardons sur un siècle, sera négatif. J'attire votre attention là-dessus, et c'est ce qui fait défaut dans la plupart des exposés. Merci. Non, ça ne fait pas défaut, c'est intégré. C'est exactement ce qu'il faut avoir, c'est tout intégré, bien au contraire. En 30 minutes, on n'a pas le temps de tout balayer. Une question par rapport à ce que disait monsieur sur les villes en Chine, qu'il faudrait faire des villes donc plus compactes et où on ait moins besoin de l'automobile qui a à la fois plein de problèmes, y compris pour les sols et la consommation d'espace d'ailleurs. Alors effectivement, cette idée-là, je la trouve excellente, mais la question est la suivante. Est-ce qu'on ne va pas le faire trop tard? Parce que si on regarde ce que font les gouvernements européens et les experts, par exemple, il y a l'Institut de la ville au mouvement qui est financé par Peugeot, etc., qui influence les experts chinois. Quand on voit ce qu'on fait en France avec la priorité donnée à l'automobile économe, au véhicule électrique qui va avoir plein d'aides, tout ça pour faire des petites distances en ville alors qu'on ne fait rien pour le vélo et la marche à pied, est-ce que vous ne pensez pas que cette idée qui est excellente, est-ce que vous ne pensez pas que si elle arrive dans plusieurs dizaines d'années, ce sera un petit peu tard? Et parce qu'actuellement, les politiques ne vont pas dans ce sens-là. Merci. Bien sûr que cette question se pose, mais les Chinois sont en train de découvrir aujourd'hui à quel point la dynamique du désir d'expansion automobile qui les a saisis bute déjà très fermement sur des limites indépassables. À Pékin, il est nécessaire à certains jours non seulement on y respire mal, et c'est une question qui nous est posée, mais en plus déjà il y a des mesures qui disciplinent les jours où les voitures, selon leur immatriculation, peuvent rouler dans Pékin. Donc, ils n'ont pas besoin de nos leçons pour découvrir qu'il y a un problème. Mais ils ont déjà fait 8 périphériques à Pékin. Donc oui, non, mais justement, ça ne résout pas le problème. Au contraire, ça l'aggrave. Madame? Excusez-moi, vous m'entendez bien, oui. Donc, je suis Isabelle Baron, environnementaliste et enseignante au Conservatoire des Arts et Métiers. Parlez bien dans le micro. Oui, j'ai une voix qui ne porte pas. Donc, on a parlé de la ville, on a parlé d'écoquartier, on a parlé d'économie circulaire, et lors d'une conférence à Lyon sur le projet Lyon Confluence, on a parlé de la réindustrialisation de la ville. Alors, je voulais savoir quelle était votre opinion sur le côté raisonnable de réindustrialiser la ville qui a perdu tous ses emplois industriels, rejetés en périphérie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Qui veut répondre? Jean-Claude? Quelqu'un répondra mieux, peut-être plus, mais là, l'écologie industrielle, l'économie circulaire, c'est de la reconstruction industrielle. Je veux dire, je parle, quand j'ai parlé moi-même, il y en a été parlé après, de la production. C'est la production d'espace urbain. C'est Lefebvre qui disait ça il y a des années. La production de l'espace, elle passe pas simplement par l'architecture, l'urbanisme, elle passe par une reconstruction industrielle adéquate, bien sûr, à la construction des espaces urbains et ruraux. Je crois que c'est ça qu'il faut bien regarder. C'est pas séparer tout ça. Et c'est vrai que si les process industriels n'arrivent pas, et c'est pas un procès que je fais aux uns et aux autres, si les process industriels n'arrivent pas à se régénérer comme ils sont en train de le faire avec l'écologie industrielle, on ne fera jamais ni de l'économie industrielle, ni quoi que ce soit. Merci. Je reviens sur économie circulaire. On devrait l'appeler éco-biomimétisme. Peut-être que ça permettrait de comprendre que c'est s'inspirer de comment fonctionne la nature pour interférer les différents acteurs d'un territoire. Donc pour revenir sur votre question sur l'industrialisation, oui, il faut réindustrialiser. Comment? Mais il faut réindustrialiser non pas par quelqu'un depuis Marseille, là où je suis, qui calcule à distance et qui pose une usine comme au Monopoly sans en faisant abstraction de tout ce qui existe dans le territoire. Et tout ce qui existe dans le territoire, c'est notamment les terres, la structuration, la culture, les gens, les flux, et que tout ceci puisse... Alors évidemment, c'est très philosophique, mais si on n'a pas une philosophie au départ, lorsque l'on se pose des questions sur le développement d'un modèle, moi je vous le dis, votre modèle, il n'est pas robuste. Donc ayons une philosophie, c'est comment on aborde la capacité à faire du développement. J'y reviendrai un peu sur la conclusion. Faire du développement avec
les caractéristiques du territoire, avec les atouts du territoire, avec les contraintes du territoire. C'est finalement du bon sens, et je dirais presque du bon sens paysan, sauf que, comme ça a été dit, nous serons 80% en 2050 urbains. Donc les enjeux sont d'une toute autre dimension. Mais nous avons une chance extraordinaire, que j'ai dit en préambule, que j'ai donné en préambule, c'est le fait que nous avons 150 ans, depuis qu'a commencé la révolution industrielle, de savoir, de capacité à innover, de capacité à apporter des réponses à ce schéma extrêmement complexe, mais moi je trouve extrêmement excitant, parce que la complexité, c'est la capacité à dépasser le cadre, c'est la capacité à innover, c'est la capacité à aller loin. Et quand on est jeune, quand on est moins jeune, quand on est jeune dans sa tête, eh bien c'est bien mieux que de lisser un modèle, le modèle linéaire, où on nous demandait de faire une comptabilité, où à la fin on allait chercher la 12e unité après la virgule. Garde la parole pour une conclusion. Ah bon, j'ai le droit à la conclusion. Ça aussi bien. Merci. Donc, bon, voilà, on va essayer d'enchaîner. Mais normalement, je suis, j'allais dire, pro pour ça. Alors, on va le faire. Ce que moi, je souhaite bien faire comprendre, c'est que l'économie circulaire, c'est un terme. Je suis incapable de trouver un bon terme. Je vous ai sorti économie du biomimétisme ou autre. C'est pas ça. C'est qu'elle renvoie plutôt au fait, à deux niveaux. Elle renvoie au niveau que l'on ne peut pas continuer, ça je l'ai bien expliqué, et vous l'avez bien compris, mais que nous avons une chance extraordinaire, qu'il suffit de regarder ce qui se passe à l'extérieur, de s'en inspirer, d'innover. C'est vraiment tout repenser. Mais alors innover, c'est quoi? Innover, c'est sur les technologies. Je pourrais vous en donner des technologies. J'ai fait un voyage aux Pays-Bas avec Delphine Bateau, Nicolas Hulot, Pascal Canfin la semaine dernière, où on a vu qu'ils sont bien en avance, avec des innovations extraordinaires, mais les innovations techniques, avec des changements de matériel, mais des innovations aussi sur la façon d'aborder les choses. On arrive aux Pays-Bas, Sciences Po aux Pays-Bas, achèterait de la lumière. On fait la rupture entre l'achat du produit, parce qu'en vérité, quand vous achetez une ampoule, vous n'achetez pas une ampoule, sauf si elle est jolie, parce que vous voulez une jolie ampoule. C'est parce qu'elle va vous éclairer. Eh bien là, Philips vend de la lumière. Et d'un seul coup, ils vendent de la lumière. Des ampoules qui ne tombent jamais en panne, qui éclairent super bien et qui consomment, puisque c'est eux qui payent l'électricité, 2 fois moins d'électricité que celles qu'ils vendaient avant. Et oui, on responsabilise le fournisseur de l'usage et nous, on a la réponse. Et cerise sur le gâteau, on pourrait en développer, c'est qu'en plus, Philips conserve la matière. Ça fait un lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Philips, aujourd'hui, et pas que Philips, mais d'autres entreprises, ont des problèmes avec leurs banquiers. C'est pour ça que je vais venir sur une autre innovation. Ils ont des problèmes avec leurs banquiers, avec leurs comptables. C'est que la comptabilité matière, elle est maintenant dispersée dans, pour l'instant, une centaine de clients, mais bientôt 100 000 clients. Toutes les ampoules qu'ils mettront partout leur appartiendront. Ce sera de la matière qu'ils récupéreront, qu'ils fondront pour refaire des ampoules. Allez expliquer ça à un banquier qui était habitué à avoir un stock au port de Rotterdam, et on lui dit non, c'est fini le stock au port de Rotterdam, c'est 100, 200, 100 000. Donc on a de l'innovation aussi financière, c'est-à-dire que ce n'est pas que les ingénieurs sortis des grandes écoles techniques qui vont nous aider, ce sont aussi ceux qui pensent sur la finance. Mais nous avons aussi des innovations d'échange. Nous, dans l'Institut, ça a étonné tout le monde. La première chose que j'ai faite, je n'ai surtout pas parlé à mon parti. J'ai refusé. Je veux dire, ça m'a coûté. Je suis allé voir Chantal Joanneau, Jean-Luc Benamias. Donc, moi, je suis écolo, Chantal UDI, Jean-Luc Modem, Christophe Bouillon, Dominique Potier, Parti Socialiste, d'autres UMP. Puis je dis, voilà, dépassons, échangeons. Après, je suis allé voir les entreprises. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai mis comme entreprise? Veolia Propreté. Les syndicats des cimentiers français, Coca-Cola pour un écolo. Mais bien sûr, avec des entreprises qui sont beaucoup plus impliquées dans la production de jus de pomme bio, par exemple, des grandes universités, des petites, des ONG, des territoires grands, petits, des régions, des communes, pour que, justement, lorsqu'on se retrouve, nos différences soient notre richesse. C'est la rencontre des contraires qui fait notre richesse, qui fait notre puissance. Et ça, c'est très modeste au sein de l'Institut. Je me permets quand même de dire qu'on n'a que 4 mois et que maintenant on est quand même bien au cœur des enjeux à venir et notamment de la prochaine table ronde
à la conférence environnementale qui sera sur l'économie circulaire de la future loi cadre. Mais ceci étant, ça reste bien modeste par rapport à l'enjeu. Donc on voit bien qu'on a besoin de tout ça. Et là-dessus, et j'en conclurai sur ce point, c'est la culture. On ne peut pas faire ça sans se souvenir que nous ne sommes pas des machines et que nous sommes tous des différences, et que ces différences, c'est notamment notre culture, notre différence de territoire, notre différence d'approche. Et donc, c'est par notre culture qu'on aura des échanges, mais c'est aussi par le respect de nos territoires, le respect de nos cultures, que nous font des modèles solides. Voilà, merci. Merci de nous avoir éclairés. Merci beaucoup. Je remercie donc tous les intervenants depuis le début de cet après-midi pour nous avoir honorés de votre présence, qui était à chaque fois, chaque table ronde était très, très intéressante. Et maintenant, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Amaury Lovins. Je laisserai bien sûr le modérateur présenter. Il y a aussi d'autres intervenants. Je profite juste de quelques mots en attendant que les intervenants arrivent pour remercier toutes les personnes qui ont permis cette conférence. Et donc j'ai ma petite liste. Alice Girard, Arthur Vétu, Clyde Boulmé, Mignan, ce sont des membres de Sciences Po Environnement, Baptiste Perra, les Amis de la Terre de la Côte d'Or qui sont en ce moment en train de nous regarder à la Maison de l'Environnement et de l'Architecture. Vous pourrez nous poser les questions via mail ou SMS. Le monsieur à la régie qui permet la rediffusion, Anne-Laure Faure, Julie Cohen, Ingrid Saillard des éditions Rue de l'Échiquier qui ont permis à cette table ronde qui va suivre d'avoir lieu, David Flippo, Bérangère Gavaudot et Gaël Durif. Voilà, merci à tout le monde pour avoir permis cette conférence qui, j'espère, va continuer à être très intéressante. Voilà, je vous laisse la parole. Merci.